Alors, on a vu comment trouver des coins dans une image, comment leur associer un descripteur pour pouvoir les réidentifier par la suite. Et maintenant, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'odométrie visuelle, donc d'utiliser une caméra ou une paire de caméras pour être capable de mesurer des déplacements de notre robot dans l'environnement. Pourquoi on veut utiliser de l'odométrie visuelle par rapport à de l'odométrie sur des roues? Donc, rappelez-vous, je peux avoir un encodeur de position, un encodeur optique, qui est placé sur l'axe d'une roue. Et lorsque la roue tourne, bon, je peux mesurer des déplacements linéaires du point de contact ici. Mais le problème, c'est que si mes roues sont dans un environnement qui est hostile, par exemple, sur Mars, vous avez du sable, donc ça se peut que je tombe dans une trappe de sable et que les roues tournent. Alors, si je mesure l'odométrie des roues, d'une roue qui tourne, mais qui tourne dans du sable comme ça, ben la distance effective du déplacement n'est pas la même que la distance mesurée. C'est des situations, des cas de figure importants pour l'utilisation de l'odométrie visuelle. Si j'ai un robot à pattes, ben c'est difficile. On n'a pas des roues qui traînent au sol, donc il faut mesurer avec les angles des pattes. Ça peut être compliqué, et ainsi de suite. Donc, l'odométrie visuelle est quelque chose qui est très, très utilisé en localisation et cartographie basée sur des caméras. Donc, un des avantages, donc, je l'ai dit, c'est pas sujet au glissement des roues. Et souvent aussi, si j'ai une bonne calibration de caméra, des bonnes caméras et un bon taux de rafraîchissement, la trajectoire estimée va être plus précise qu'avec les roues elles-mêmes, puisque justement, je ne suis pas tributaire de la qualité du contact mécanique. Par contre, l'odométrie visuelle a ses désavantages. On travaille avec des systèmes optiques. Il faut s'assurer que les lentilles soient quand même propres. Ça, c'est un problème. Toutes les voitures autonomes qui vont être basées sur les caméras doivent gérer ce problème-là, soit d'avoir un système pour nettoyer les lentilles régulièrement avec des essuie-glaces, ou d'avoir des algorithmes qui peuvent tenir compte de la saleté dans les lentilles. Ensuite, vu que les caméras sont des capteurs passifs, on va donc être sensible à l'illumination dans l'environnement, sans grande surprise. Aussi, comme on a vu dans le cas du OrbSlam, parce que OrbSlam va utiliser en partie l'odométrie visuelle pour faire un premier estimé de la position. On va avoir une dérive dans le temps, puisqu'on va accumuler des erreurs si vous voulez, des deltas déplacements. Ben, à chaque fois que je fais un delta déplacement, j'ai une petite erreur. Et l'erreur étant une variable aléatoire, s'il n'y a pas de corrélation entre mes erreurs, ben, je vais avoir une dérive aléatoire, ce qu'on appelle des marches aléatoires, là, au niveau de l'estimé de ma position. Autre problème, si vous n'utilisez qu'une seule caméra, les caméras, ce sont des rapporteurs d'angle. Vous avez uniquement des mesures relatives. Hein, l'angle, c'est relatif, c'est pas une unité physique là, absolue comme des mètres. Donc, on n'aura pas l'échelle. Ce qu'on appelle des modèles photogrammétriques. Là. Vous savez que vous avez une certaine trajectoire, et la trajectoire est la bonne à un facteur d'échelle. La stéréo va nous permettre de retrouver le facteur d'échelle puisque je vais connaître la distance en mètres entre mes deux caméras, le fameux baseline B. Donc, à partir du fait que j'ai un baseline connu et avec l'interception des rayons de ma caméra stéréo, je vais être capable de calculer la distance en Z, par exemple, pour tous les points de repère qui sont découverts dans l'image. Donc, ça va me permettre de retrouver un modèle pour lequel l'échelle est connue. L'odométrie visuelle, en anglais Visual Odometry, souvent on va utiliser l'acronyme VO pour le décrire. Donc, on va mesurer des déplacements incrémentaux du robot entre les images. Donc, ce ne sera pas la position absolue par rapport à un repère, c'est vraiment comme un odomètre mesure des positions, des différences de position relatives en deux points. Ben, la même chose va être faite avec l'odométrie visuelle. Plusieurs configurations de caméras peuvent être utilisées. Par exemple, je peux utiliser une seule caméra pour faire en mono. Je peux faire du stéréo avec deux caméras ou une caméra omnidirectionnelle, par exemple. L'avantage de la stéréo, c'est qu'on retrouve l'échelle. Donc, c'est pour cela qu'on va l'étudier aujourd'hui. Donc, la configuration de paire stéréo. Alors, allons sur Mars. Vous avez ici un paysage martien qui ressemble étrangement à un paysage terrestre, mais avec un peu plus de rouge. Alors,
Première étape qu'on va faire lors de notre audiométrie visuelle, c'est de faire de la recherche de key points et après ça, de trouver les descripteurs qu'on va associer à chacun des key points. Donc, vous avez ici l'image de gauche et l'image de droite. Et là, on a la vue de haut. Donc, vous avez ici notre véhicule, une caméra à gauche, à droite. Et le sol est situé à l'avant ici. Donc, je vais avoir, par exemple, si j'ai le feature 1 qui est trouvé, c'était le coin de la roche ici. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on fait de la vision avec des modèles de caméra de type Stenopé, donc Pinhole, j'ai mon plan image ici, j'aurai le pixel ici. Donc, je prends une ligne qui part du centre de projection, qui intercepte le pixel du plan image et je le prolonge ensuite dans l'environnement. Donc, je sais que le feature 1 se situe quelque part dans l'environnement sur cette ligne-là. Feature 2, même chose, j'ai une ligne ici. Feature 3, la ligne en rouge ici. On répète la même opération pour l'image de droite. Okay? Et là, c'est l'opération de la stéréo. Donc, je retrouve le feature 1, je tire ma ligne et je fais donc le data association entre les deux patchs ici parce que j'ai utilisé le descripteur. Le descripteur me dit la distance au niveau de l'espace des descripteurs entre F1 et F2, entre F1 ici et F1 là est très faible. Donc, c'est probablement le même point physique. Donc, je tire ma ligne verte et à l'intersection ici, la même chose ici pour le bleu et le rouge. Donc, les features vont se situer dans l'environnement à l'intersection des rayons lumineux rouge, bleu et vert. Okay? Ça, c'est le principe de la caméra stéréo qu'on a vu précédemment. Donc, à partir de ma prise de photo ici, j'ai trouvé, premièrement, des points de repère intéressants dans les images. Deuxièmement, j'ai pu trouver leur position X, Y, Z dans l'environnement avec une certaine incertitude. Ce n'est pas parfait, mais on a quand même réussi à les placer quelque part. Donc, dans une carte, là, j'ai ici la carte en 2D parce qu'on regarde de haut, là. Mais en théorie, là, ce sera en 3 dimensions. Mais on va faire le problème en 2D. C'est quand même plus facile. Notre robot va avancer. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est estimer la translation du robot en fonction du déplacement si vous voulez, des points, des features dans les images et recalculer donc des positions relatives des features par rapport au véhicule. Donc, lorsque mon robot va avancer, clairement, les rayons lumineux entre un features et le centre de projection, donc ils vont changer, donc les features vont se déplacer dans les images. Donc, on va vouloir réestimer la position. Donc, j'ai pris ma photo ici, gauche-droite. J'ai retrouvé mes rayons verts, bleus et rouges. J'ai retrouvé la pose 3D des points de repère. Notez ici, maintenant, j'ai l'indice T plus 1. Donc, j'ai mon estimé de la position du feature 1 par rapport, disons, à la caméra gauche à l'instant T plus 1. Même chose pour F2 à l'instant T plus 1 et le feature 3 à l'instant T plus 1. Donc, je vais avoir maintenant d'autres poses de features par rapport à, disons, la caméra gauche et ma caméra que j'utilise comme repère de mon véhicule. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver une transformation de rotation et de translation qui va me permettre de placer les features F à l'instant T sur les features F à l'instant T plus 1. C'est ce qu'on va vouloir faire, l'opération de recalage. De façon plus illustrée, vous avez notre véhicule ici. Encore là, je l'ai dit, la caméra gauche, ça va être, disons, mon repère local de mon véhicule. Vous avez les roues ici. Vous avez les features au sol. Et là, on va faire, donc le robot va avancer. Donc, ce qui se passe si mon robot avance, les features vont se déplacer. Donc, à l'instant X plus 1, mes features sont situées à ces endroits-là. Et donc, je vais maintenant éliminer là, la vue du sol. On a donc le repère de la caméra gauche, le repère de la caméra gauche. À l'instant T, on voit la position des features. Et c'est à l'instant T plus 1, on voit la position des features. Donc, notez comment les features sont maintenant rendus plus proche de la caméra. C'est normal, j'ai avancé. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc l'opération de recalage. Donc, je replace ici mes deux repères, un par-dessus l'autre. Donc, repère à T, le repère à T plus 1. Et on va vouloir trouver la transformation géométrique. Donc, il va venir faire, si vous voulez, coïncider les features de l'instant T à l'instant T plus 1. Et la transformation géométrique qui va faire coïncider ces features-là va correspondre essentiellement à la transformation de déplacement de mon véhicule. Donc, l'odométrie visuelle, ça va être ça. Ça va être de retrouver la transformation géométrique ici, entre les deux poses, qui me permet de faire coïncider les features ici sur une carte là, locale que j'ai créée, donc une carte 2D, une carte 3D. Notez ici, je ne travaille plus dans l'espace des images. Là. Je suis rendu dans un espace là,
2 dimensions, 3 dimensions. Donc, ça va? Pas de questions? Gênez-vous pas. Vous pouvez prendre le micro aussi si vous voulez poser votre question. Excellent. Dans le cas réel, il va y avoir des incertitudes. Comme je l'ai dit souvent, le cours, ça va être une gestion de l'incertitude, une gestion du bruit. Donc, la position d'un pixel, je peux avoir des petites erreurs. Donc, j'ai peut-être une erreur d'un demi-pixel ou un pixel sur la détection du coin. Donc, ça va faire des changements sur les angles mesurés dans les caméras. Donc, ça, c'est souvent des erreurs qu'on peut approximer comme étant une distribution normale. On va dire que j'ai un bruit là, aléatoire sur la position d'un feature dans l'image qui va suivre, dans le fond, qui va avoir une moyenne de 0 et peut-être une incertitude de 1 ou 2 pixels. Ce qui est beaucoup plus difficile à gérer d'un point de vue probabiliste, c'est l'erreur dans l'appariement des features. Donc, vous avez les features F1, F2 et F3 dans l'image de gauche. Et là, j'ai mon algorithme qui cherche des coins et des features dans l'image de droite. Et imaginez que, bon, on ne se le cachera pas, là, rien qui ressemble plus à une roche qu'un autre. Donc, imaginez que normalement, donc le feature 3 ici, qui est sur la roche située ici, il aurait dû être détecté ici. Mais on a plutôt détecté un coin ici et on a trouvé un feature qui était suffisamment proche un descripteur suffisamment proche du descripteur du F3 de l'image de gauche. C'est ça que l'algorithme de vision a dit le feature 3 se trouve à cette position ici dans l'image de droite et non pas à la position réelle qui est ici, que j'ai mis là en estompé. Donc, ce que ça va créer lorsque je vais faire la stéréo, normalement, j'aurais dû détecter le feature 3 sur le rayon ici pour la caméra de droite, mais parce que j'ai fait une mauvaise association, j'ai placé mon feature ici, eh bien, l'algorithme de stéréo va venir tracer une ligne ici. L'interception, vous voyez, donc la stéréoscopie va nous dire que le feature 3 est placé dans l'environnement à l'endroit ici, alors qu'il est réellement à l'endroit ici. Et là, cette erreur-là est due à une erreur de data association. Donc, ce que ça fait des erreurs de data association, c'est que ça fait des très grandes erreurs dans les estimés de la position d'un point de repère. Vous avez un cas ici avec 4 features, donc toujours vu de haut. Ça, je le répète, ça, c'est dans l'espace 2D. C'est une carte 2D ou ça peut être une carte 3D aussi, là, mais là, c'est dans l'espace en mètres. Donc, vous avez feature 1, 2, 3 et 4 à l'instant T. Et ici, vous avez donc les features 1, 2, 3 et 4. 3, normalement, vous voyez, est situé plus loin du robot là, que le feature 2, alors qu'ici, je l'ai placé plus proche. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur de data association, ce qui a fait que ça a déplacé la position du features en 2D suivant l'algorithme d'intersection des rayons. Notez que je n'ai pas fait cette erreur-là pour F1, F2 et F4. Donc, c'est sûr que là, si je vais commencer à faire de trouver la transformation géométrique pour faire matcher les features entre T et T plus 1, si j'ai une donnée aberrante, ça va me causer des problèmes. Hein? Donc, imaginez par exemple que la transformation 1, je fais une transformation qui est juste vers l'avant, qui est la transformation, donc le déplacement qui est vrai, mon robot a roulé vers l'avant. Notez comment le feature 1, 2 et 4, entre T et T plus 1, vont bien matcher, alors que je vais avoir un écart ici. Pour le feature 3, là, je vais avoir un écart quand même substantiel. Okay, je vais avoir une erreur ici qui est relativement grande. Notez que j'aurais pu aussi trouver une transformation, je vais appeler transformation 2, qui réussit à très bien matcher le feature 2 et le feature 3, qui, je le répète, est une aberration. Et vous voyez comment le feature 1 et le feature 4, maintenant, n'arrivent plus à matcher correctement dans cette transformation-là. Donc ici, j'ai 3 appareillements sur 4 qui sont bons. Quand on dit qu'ils sont bons, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur d'une tolérance, alors qu'ici, j'ai seulement 2 features qui sont bien appareillés, qui sont bien, lorsque je fais la transformation géométrique, qui sont des bons, qui sont à l'intérieur d'une tolérance, alors que ici, pour 1, on voit un grand écart et 2 et 4. Donc, on voit ici qu'ils sont en dehors des tolérances. Donc, 3 sur 4 à l'intérieur des tolérances, ici 2 sur 4 à l'intérieur des tolérances. Donc, ça va commencer à nous mettre un petit peu la puce à l'oreille à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier ces données aberrantes-là
et les éliminer. C'est ce qu'on va faire. On va éliminer nos données qu'on pense qui sont aberrantes. Et l'algorithme qui va nous permettre de faire ça, c'est ce qu'on appelle RANSAC, donc Random Sample Consensus. C'est un algorithme qui date pas d'hier, là, qui est quand même assez vieux, là. Donc, c'était proposé donc à Fischler et Boll en 1981. C'est un méta-algorithme probabiliste. Donc, on va tirer les dés. Vous allez voir, dans le cours de robotique mobile, on tire souvent les dés pour faire des estimés. Quand je dis des dés, c'est de piger des nombres au hasard. On va faire donc beaucoup de piges au hasard pour être capable de trouver des solutions à nos problèmes. Et ce que ça va nous permettre de faire, donc, c'est des régressions, en anglais des fits, qui sont très robustes pour des modèles qu'on connaît d'avance. Il faut savoir c'est quoi le modèle qu'on cherche à faire la régression. Et on peut faire cette régression-là malgré la présence de nombreuses données aberrantes. C'est ce que RANSAC va nous permettre de faire. L'article, j'ai vérifié hier soir, là, il a été cité 28 294 fois. Donc, clairement, c'était plutôt le 11 février, je me suis trompé sur la date, hier soir, j'ai vérifié. Là. Mais clairement, c'est un incontournable, cet algorithme-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont dérivés de RANSAC, mais souvent, les gens vont utiliser la version originale qui fonctionne dans la plupart des cas très, très bien. J'aime beaucoup cette citation qui va expliquer un peu l'idée derrière, ou sans dire l'idée, mais la philosophie derrière RANSAC. C'est tous les problèmes de moindre carré. Donc, the method of least squares is seen to be our best course when we have thrown overboard a certain portion of our data. C'est ce qu'on va faire ici. On est sur un bateau, là, on va tirer à la mer certaines données qu'on juge qu'elle est probablement aberrantes. A sort of sacrifice which has often to be made by those who sail upon the stormy sea of probability. Donc, 1888. Edgeworth qui, justement, mentionnait comment, lorsqu'on fait de la statistique robuste, on doit sacrifier certaines des données pour pouvoir avoir un estimé de moindre carré qui est relativement bon. Donc, RANSAC, que fait-il? Premièrement, il faut connaître le modèle qu'on veut matcher. Par exemple, une ligne, un plan, un cercle. Okay? Ensuite, il faut déterminer le nombre de points minimum requis pour faire notre fit. Donc, ici, c'est surtout des modèles, disons, géométriques. Qu'est-ce que le nombre de points minimum? Par exemple, si je travaille, disons, en 3 dimensions et que je veux donc fitter un plan, pardonnez-moi l'anglicisme. Ben, si j'ai un seul point, si vous regardez la caméra, là, si vous me regardez, là, si j'ai un seul point, et dans le fond, le point, ça va être une contrainte, et j'ai un plan, mais ce qui se passe, c'est que dans le fond, je peux faire pivoter un plan sur un point. Donc, si je n'ai pas suffisamment de contraintes. Si j'ai 2 points et que j'ai un plan, dans le fond, mon plan peut encore pivoter sur mes 2 points, alors que si j'ai 3 points, dans le fond, que j'utilise comme contrainte, eh bien maintenant, mon plan ne va plus bouger. Donc, j'ai réussi à contraindre mon plan. Donc, par exemple, si je veux trouver un plan en 3D, eh bien, ça va me prendre 3 points minimum pour pouvoir estimer l'équation de ce plan. Si j'ai une ligne, si j'ai un point, ma ligne peut pivoter. Si j'ai 2 points, alors ma ligne est fixe. Donc, vous voyez, une ligne, j'aurais besoin de 2 points. Donc, on connaît le nombre de points minimum. Disons que si je veux travailler avec une ligne en 2 dimensions, donc ça me prend quand même 2 points en 2 dimensions pour une ligne. RANSAC, le voici. Donc, c'est un algorithme simple, 5 étapes. Premièrement, donc, on détermine le nombre minimum de points. Donc, on va piger au hasard n minimum points. Donc, disons que j'ai 75 points. Je veux trouver la ligne. Je vais faire une régression linéaire. Là. Donc, je vais piger 2 points au hasard dans mes 75. Je vais trouver ensuite la ligne qui passe par ces 2 points-là, donc ce qu'on appelle le solve the parameter for the model. Donc, c'est de dire c'est quoi la ligne qui passe par ces 2 points-là. C'est pas très compliqué. Ensuite, je vais regarder combien de points sont à l'extérieur d'une tolérance epsilon. Donc, c'est un autre paramètre. Je dois déterminer, bon, OK, je pense que mon bruit, c'est de temps. Ça veut dire que
telle tolérance, si c'est à l'intérieur de la tolérance, c'est probablement ce qu'on appelle un inlier, donc un bon point. Si c'est à l'extérieur de la tolérance, c'est probablement un outlier. Je vais donc éliminer ces points-là. Donc, ensuite, on va vérifier donc si si j'ai if the fraction of the number of inliers over the total number of points in the set exceeds a predefined threshold taux. Donc, je vais avoir aussi je peux déterminer en dire, ben là, je veux mettre un paramètre taux qui me dit si j'ai plus que taux inliers, je vais estimer le modèle maintenant avec tous les inliers. Donc là, je vais faire mon moindre carré. Par exemple, j'ai 60 points sur mes 75 qui sont à l'intérieur de la tolérance de la ligne qui est trouvée avec les 2 points. Je vais prendre ces 60 points-là et là, je vais faire mon moindre carré là-dessus. Et là, on peut déterminer à ce moment-là, si je n'ai pas suffisamment de inliers, donc j'ai en bas de taux inliers, dans le fond, je recommence à piger. Je résous je trouve la ligne qui passe par les 2 points. Je détermine combien de points sont à la tolérance, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, ça, c'est l'algorithme dans sa façon, disons, la plus vanille. Notez que pour l'étape 4, c'est possible aussi de dire, dans le fond, de toujours estimer, dans le fond, de faire toujours le fit moindre carré sur les points qui sont des inliers. Et on fait toutes les exécutions totales. Et après ça, on conserve l'estimé qui avait le plus de inliers. Ça serait une façon de faire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est combien de fois je dois piger. Sans grande surprise, le nombre de fois qu'on pige va dépendre de la quantité de la fraction de outliers, ou si vous voulez, la fraction de inliers. Donc, moins j'ai de inliers, donc si j'ai W qui est la probabilité d'avoir un inlier, disons que la probabilité d'avoir un inlier, c'est 50 okay? C'est-à-dire que lorsque je pige un point, j'ai 50 de chance que ce soit un inlier. Si je dois avoir 2 points, donc ça veut dire que la probabilité que je pige, que je fasse donc 2 piges et que ces 2 piges-là correspondent à un inliers, donc ça va être 1 sur 5, excusez, 1 sur 0.5 fois 1 sur 0.5. Donc, ça veut dire une probabilité sur 4. OK. Que mes 2 piges soient des inliers. Donc, ce qu'on va dire, c'est que le nombre de fois que je dois piger doit être inversement proportionnel à la probabilité de piger un inliers exposant le nombre de fois que je dois piger. Donc, si ma probabilité, c'est de 0.5 et je fais 2 piges, donc n ici va être égal à 4. Donc, je dois faire 4 piges. Donc, vous voyez ici comment plus je vais avoir de outliers, plus la probabilité W va être faible. Et plus, dans le fond, je vais devoir piger souvent pour espérer avoir une pige minimale où tous les points que j'ai pigés sont des inliers. Okay? Et je répète, ça, c'est juste pour le nombre minimal pour satisfaire le modèle. Après ça, on fait le fit. Après ça, on vérifie si les points qui sont à l'intérieur de la tolérance, on conserve sur l'intérieur de la tolérance, et ainsi de suite. Notez que vous pourriez dire, ben, pourquoi ne pas faire toutes les combinaisons possibles? Ça s'appelle le K parmi N. Donc, si j'ai N éléments et que je vais en piger 4 dans ces N éléments-là, sans remise, le problème, c'est que le nombre de combinaisons possibles est grand. C'est N factoriel divisé par K factoriel, N moins K factoriel. C'est un nombre qui est trop grand. C'est pour ça qu'on va y aller plutôt avec des pièges au hasard. Donc, faisons un exemple ici très simple. J'ai mon modèle ici, c'est une ligne droite en 2D. J'ai Y est égal à 0.5x plus 1. Et là-dessus, je vais lui rajouter une petite erreur ici. Cette erreur-là, on va dire que c'est une distribution normale, par exemple, avec un écart type de 0.3. Donc, au carré pour avoir la variance. Donc, notez ici, je n'ai pas de biais. C'est important dans le cours, on va faire l'hypothèse que nos bruits ne sont pas biaisés. Donc, je vais prendre une série de mesures. C'est-à-dire qu'on va prendre, dans le fond, j'ai des X qui vont arriver au hasard. Ça va produire un Y aussi au hasard. On rajoute du bruit. Donc, ce que je veux savoir, c'est que je vais trouver le modèle ici. Donc, c'est quoi donc les paramètres 0.5 et 1? Ce sont les paramètres de mon modèle. Pour ransack, donc, j'ai besoin de dire que mon nombre minimal pour satisfaire une ligne, c'est 2 points. Là, j'en ai pigé beaucoup parce que je voulais en piger beaucoup. La tolérance, on va dire que c'est 1.
Je n'ai pas pris cette valeur-là comme ça. Il y a un lien direct entre le bruit qu'on pense qu'on a sur notre système et la tolérance. Ici, quand je dis une tolérance de 1, ici, donc, j'ai un écart type de 3, donc ça veut dire que j'ai choisi une tolérance de 3 fois l'écart type. Et grossièrement, si je me souviens bien, 3 écarts types, ça correspond à 95 %. Ça veut dire que 95 % des données d'une distribution normale sont à l'intérieur de 3 écarts types. Okay. Puis, probablement, ce qui est en dehors de 3 écarts types, ça va être des données aberrantes, parce que là, la probabilité qu'une donnée soit générée par mon processus aléatoire, si j'étais à 10 écarts types, ben, la probabilité, c'est 0,000001. Donc, si cette donnée-là apparaît, c'est fort probablement un outlier. Et ici, je choisis là, un nombre très, très faible. J'ai dit, ben, je suis très paranoïaque. Là, je veux dire que j'ai peut-être 10 % de inliers. Okay? Ça veut dire que j'aurais 90 % d'outliers, ce qui est un cas quand même assez, disons, pathologique. Alors, regardons ici. Disons que j'ai 0 données aberrantes. Vous avez mes points là, bleus qui ont été pigés selon un processus aléatoire qui suit cette ligne droite-là. Vous voyez donc les points en bleu là, qui sont la contamination les points bleus ne sont pas sur une ligne à cause du bruit ici, B. Et ici, en noir en trait, j'ai la régression linéaire, donc l'opération des moindres carrés. Et en vert ici, j'ai Ransack. Donc, on voit que lorsque je n'ai pas de données aberrantes, Ransack qui serait inutile, ben, dans le fond, ça ne pose pas trop de problèmes. On a les mêmes résultats dans un cas comme dans l'autre, à peu près. 5 % de données aberrantes. Donc, vous voyez, justement, on parle de données aberrantes ici. Donc, j'étais à 5, alors qu'ici, ma fonction ici en rouge serait plus 2,5. Donc, je suis à peu près à 10 écarts types. Donc, 10 écarts types, ce n'est pas une donnée qui est possible en fonction de distribution normale. Même chose, ce point-là ici. Ce point-là, ce n'est pas des données qui sont plausibles. Dans le cas des moindres carrés, on va les utiliser pareil. Et c'est ça le danger des méthodes par moindre carré. On veut minimiser la somme des résiduels. Un point qui est très, très loin, la distance ici, elle est très grande. Et elle est très grande encore plus lorsqu'on la met au carré. Donc, ce point-là, qui est très loin, va avoir une grande influence sur la régression. C'est le contraire qu'on veut. On voudrait qu'un point qui soit très loin en ait le moins possible, parce que c'est probablement donné aberrant. C'est un des problèmes fondamentaux des méthodes de moindre carré. Ils sont extrêmement sensibles aux outliers. Mais, somme toute, 5 % de données aberrantes, ce n'est pas trop problématique. Hein. On voit que la ligne verte et la ligne noire sont coïncidentes. 10 % de données aberrantes, vous voyez comment notre régression linéaire fonctionne quand même relativement bien, mais on commence ici, vous voyez, on commence à s'écarter de la réalité qui est le rouge. 20 % de données aberrantes, c'est là qu'on voit que la régression linéaire commence à en arracher. Vous voyez ici, là, on ne se colle plus vraiment sur le modèle qui est rouge, alors que Ransack, lui, reste quand même, somme toute, très, très proche. 50 % de données aberrantes, on parle d'une situation quand même assez difficile. Vous voyez maintenant comment le moindre carré ne peut plus dire grand-chose à ce moment-là et il va trouver quasiment plus une valeur moyenne plutôt que de suivre la ligne. Alors que Ransack continue à être très, très proche de la ligne rouge. Et ici, vous voyez, 70 %. Vous voyez, j'ai des points partout, mais j'ai quand même un peu plus de points le long de ma ligne rouge, qui est mon modèle. Et encore là, vous voyez comment Ransack réussit à quand même bien à retrouver le modèle original, donc la ligne rouge, alors que, comme je vous disais, le moindre carré, lui, on est maintenant rendu complètement dans les patates. Donc, vous voyez comment Ransack peut vraiment être robuste à des quantités quand même assez importantes de données aberrantes. Et c'est ce qui nous arrive souvent en robotique mobile, c'est qu'on a beaucoup de données aberrantes. Peut-être, Kelly, si tu pourrais me clarifier ta question. C'est parce que j'ai quand même 30 % de données qui sont des inliers. Donc, l'idée, c'est que j'ai contaminé mes données réelles, mais j'ai quand même suffisamment de données de bonnes. Oui. J'ai pris le micro. Oui. Je voulais savoir si, en fait, si ça arrivait, ces 70 % dans les cas pratiques, est-ce que ça peut arriver? Dépendant des domaines, par exemple, si vous êtes dans le médical, ça n'arrivera jamais des situations où vous avez 70 % des dossiers qui sont erronés. Dans le cas de la robotique mobile, ça se peut très bien que ça se produise. Vous avez, par exemple, vous faites de la reconnaissance de points de repère, et là, il y a une autre voiture qui passe avec ses phares allumés. Ça vient complètement changer l'apparence de la scène.
ça se peut très bien que de coup sec, j'obtienne 70% d'appariement aberrant entre mes features visuelles. Donc, oui, c'est possible pour des situations de robotique mobile. Moins dans d'autres domaines, mais 70%, c'est pas complètement déluré là, dans notre domaine. D'accord. Merci. D'ailleurs, on va le voir souvent dans les pipelines de vision, on va éliminer au final quelque chose comme 90% de nos features parce qu'on veut être très, très conservateur. Donc, si on fait le ransack pour notre audiométrie visuelle, et là, je vais nous donner une situation où je vais avoir deux données aberrantes. Donc, vous voyez ici, le feature 6, je vais le déplacer ici, et le feature 4, je vais le déplacer là. Donc, ce sont mes deux données aberrantes. Maintenant, on va faire notre pige. Donc, ici, je vais piger deux features au hasard. Là. Je suis capable de faire mon recalage en 2D de façon non ambiguë parce que mes features ne sont pas anonymes, donc je peux savoir vraiment lesquels appareillent avec lesquels. Donc, disons que je pige F1 et F4. F1 est ici, F4 est là. Donc là, ce que je vais faire l'appariement, pas l'appariement, mais de trouver la transformation de translation de rotation qui va minimiser l'erreur entre F1 et F4. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Maintenant, je vais compter le nombre d'inlayers. Donc, ma tolérance, je vais indiquer ici en bas pour l'échelle. Donc, F1, clairement, je suis à l'intérieur de la tolérance. F2 à l'extérieur. F3 à l'extérieur. F4 à l'intérieur. F5, je le suis, même si c'est pas la bonne transformation. Hein. Et F6, je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, ici, j'ai trois paires qui sont à l'intérieur de la tolérance. Deuxième essai, je pige les features F3 et F5. Et je retrouve maintenant une transformation géométrique qui fait un bon match pour F3 et F5 au niveau de l'ajustement. Donc, vous voyez ici, ils sont un par-dessus l'autre, donc c'est parfait. Ma tolérance est en bas. Maintenant, je compte les paires qui sont à l'intérieur donc, de la tolérance. Donc, F1, c'est parfait. 2 aussi. 3, c'est bon. 4, c'est mauvais. 5, c'est bon. Et 6, c'est mauvais. Vous voyez comment 4 et 6 ont été identifiés rapidement à l'aide de ransack comme étant des données aberrantes. Donc, au final, on va dire, ben, c'est cette transformation-là ici qui inclut la pige F3 et F5 qui est la bonne transformation géométrique entre mes déplacements. Donc, juste avant d'aller à la pause, donc, ce fameux pipeline-là de features visuelles, c'est une approche vraiment en type cascade. On commence, j'ai l'image au départ, je trouve mes key points, j'extrais mes descripteurs, je fais l'appariement dans l'espace des descripteurs avec une fonction de distance, S. Je fais des vérifications géométriques, si vous vous rappelez la vérification de l'eau, c'est-à-dire est-ce que le plus proche voisin et le deuxième plus proche voisin, est-ce que le ratio des distances est proche ou pas proche? Et après ça, on va faire du ransack, par exemple, pour enlever une autre couche de données aberrantes. Donc, ce qui peut arriver, donc moi, je vois vraiment comme étant des grilles. Ici, j'ai ma grille d'égout qui est très grossière pour enlever les grosses roches. Et après ça, je vais avoir un tamis qui est plus fin pour ramasser des données aberrantes qui n'ont pas été détectées à l'étape précédente. Et c'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup de features en partant. Disons que je pars avec 1000 key points, qui vont me donner donc 1000 features. Lorsque je fais l'appariement, peut-être que je vais avoir seulement 600 appariements qui sont en bas d'un seuil. Après ça, à l'aide des tests de vérification, je vais tomber à 400 features. Et après ça, avec le ransack, je vais trouver qu'il me reste seulement 100 inliers. Donc, la situation de 70% de l'aberrance, c'est un peu ça qu'on voit ici. Si j'ai peut-être pas 90% de données aberrantes. Mais le problème ici, c'est qu'on doit pêcher par excès de prudence. Si j'enlève un bon features, que je passe donc de 100 à 99, rappelez-vous là, que c'est l'estimé de l'erreur lorsqu'on fait des estimations, c'est 1 sur racine carrée de n. Donc, je passerai de 1 sur racine carrée de 100 à 1 sur racine carrée de 99. Donc, je n'aurai pas une grande perte au niveau de ma précision si je retire un feature qui est un bon. Si j'insère un feature qui est mauvais, là, ça se peut, dans le fond, que mon moindre carré fasse une erreur très, très grande. Oui, Khalid, allez-y. Reprenez le microphone si vous voulez. Oui, si on peut revenir à la diapo juste avant, c'est pour avoir une précision. Oui. C'était voilà, ici. Là, vous avez donné l'exemple en faisant 2 piges, mais le nombre de piges, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le nombre en puissance, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça qui me. D'accord, c'était pour être sûr. Donc là, c'est C'est juste ça. un exemple, vous en avez fait 2.
C'est ça. Mais il peut y en avoir plus en fonction du calcul qu'on fait avant, d'accord. Exactement. Il faut avoir une idée approximative de la probabilité d'avoir des inliers. Et on utilise cette probabilité-là pour faire un premier estimé du nombre de fois que je devrais piger. Et vu qu'on ne veut pas prendre de chance, ben on va peut-être dire je vais piger 2-3 fois plus que nécessaire pour être certain. Parce que c'est vraiment le problème, c'est si je laisse passer un outlier, là, pour faire une analogie avec le coronavirus, c'est la même chose que les tests positifs, là, les faux positifs, les faux négatifs. Si vous avez un faux positif puis je ne vous laisse pas rentrer dans une communauté, c'est plate pour vous. Si vous avez un faux négatif et que vous êtes porteur et que je vous laisse rentrer dans une communauté, ça va être catastrophique. Donc, c'est un peu la même chose ici. De laisser passer un outlier à l'intérieur de notre algorithme va être en bout de ligne, lorsque je vais faire une estimation de moindre carré, ça va être catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment, vraiment être très sévère pour laisser passer juste ce qui est vraiment un inliers. OK, merci. C'est beaucoup de votre question. Donc, c'est ça. Ça conclut. Donc, cet aspect-là ici, c'est peut-être quelque chose qui est propre à la robotique mobile, c'est le fait qu'on travaille à l'extérieur ou à l'intérieur, mais avec des données qui sont souvent très, très mauvaises, de très mauvaise qualité. Par contre, il y a une structure géométrique qui vient nous aider à choisir s'assurer qu'on obtient des features de bonne qualité. Mais c'est quelque chose que je pense qui est quand même assez propre à notre domaine de recherche.